tous. Bonjour Gaming Rouen, comment ça va ici? Le public en folie. On est, alors pas de manspreading hein, pour commencer, on est sur scène, sur la scène principale de Gaming Rouen, Gaming Rouen Métropole, avec à ma droite Anatole de Tiger Studio, et encore à ma droite, à ma deuxième droite pour le coup, Kevin de Matou Studio. On est sur la présentation des développeurs de jeux vidéo indépendants avec leur studio, leur manière de faire, et on est là pour vous donner un maximum d'informations pour vous aussi, si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure de création de jeux vidéo et de création de studios de jeux vidéo. Mes compars, ce sont là pour vous guider. Je vous laisse vous présenter également de votre côté. Moi, je vous ai présenté, mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi et de ton studio? Bien sûr, ouais. Donc moi, Anatole Chaumont, je suis lead développeur et cofondateur de Tiger Studio. Tiger Studio, on est une petite bande de rigolards qui font des jeux vidéo par passion. On fait ça depuis 4-5 ans maintenant. On a une dizaine, quinzaine de jeux à dans notre portefeuille. On fait tout et n'importe quoi tant que ça nous fait marrer et qu'il y a du monde pour marrer avec nous derrière. Et puis dans les grandes lignes, c'est ça quoi. Ben moi, Kevin Rouzet, donc cofondateur du Matou Studio. Donc nous, on est une entreprise, une SAS précisément, on abordera ça après. Et notre existence a été avérée en 2022, mais on a commencé à bosser sur le projet durant le Covid, parce que ça nous faisait une petite activité intéressante en parallèle du confinement. Et donc on est un nombre variable. En gros, on est une dizaine à avoir bossé sur notre jeu actuel, donc Night Escape, et puis on continue à développer ce jeu et on prépare des projets futurs. C'est ça, donc vous, Matou Studio, tu nous as parlé de Night Escape. C'est le premier jeu que vous avez sorti officiellement sur la plateforme Steam. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Night Escape, donc c'est un jeu à la frontière entre le jeu vidéo et le jeu de société, parce qu'en fait, c'est tout simplement un jeu de société numérique. À la base, donc, c'est pas qu'on ne voulait pas le sortir sur Steam, mais il était destiné à sortir sur une petite tablette qui interagissait avec des pions. Donc l'idée, c'est qu'on avait vraiment un hybride jeu de société physique, jeu vidéo. Malheureusement, donc, avec le confinement, le Covid, la guerre en Ukraine, la société qui met en vente cette tablette n'a pas encore commercialisé l'outil, donc on n'a pas pu développer dessus. On s'est rabattu sur Steam dans un premier temps, et puis voilà, c'est un jeu coopératif jusqu'à 4 joueurs. Voilà, si vous voulez tester, on a notre stand qui est disponible à côté du dans le couloir, effectivement, dans le couloir, sous les gradins, face à la scène. Et du coup, Tiger Studio, vous avez sorti également un jeu sur Steam, mais pas que. Tout à fait, ouais. Donc il y a 3 ans de ça maintenant, on a sorti Spellswap sur Steam. Spellswap, c'est un petit jeu de baston avec des mages, donc en coopératif aussi, où on n'a pas de limite de joueurs, où l'objectif c'est de faire un espèce de Smash Bros-like un peu fun, très, très barré, avec beaucoup de possibilités. Et l'objectif c'est de faire du chaos entre potes, quoi. Donc on a sorti ça sur Steam il y a quelques années maintenant. Nous on réalise la plupart de nos jeux sur itch.io, qui est donc une plateforme un peu comme Steam, qui est je pense un peu moins connue du grand public, mais qui permet à n'importe qui de distribuer un jeu ou n'importe quoi, une application de manière générale, de le distribuer gratuitement ou payant. Nous on distribue tout en gratuitement avec un format Pay What You Want, donc on accepte des donations. Le site le permet. Et donc voilà, donc il y a eu beaucoup de game jams qui ont été faites, donc beaucoup de petites releases qu'on a fait sur ce site. Et on continuera, je pense, de toute façon, de sortir nos jeux là-dessus. En tout cas, peut-être en parallèle de Steam, selon comment les choses évoluent pour nous. C'est ça. Ok. Donc du coup, pas mal d'expérience en termes de sortie de jeu du côté de Tiger. Matou, un seul jeu sorti, mais beaucoup de travail derrière. On est là aujourd'hui pour parler de 2 sujets principaux. Faire des débats avec des développeurs, c'est bien de faire leur présentation, mais c'est aussi bien à chaque fois de varier les thèmes pour lesquels on discute avec eux. Pour cette session, on a choisi de vous parler de la partie administrative
de la création d'un studio. Par quelles étapes il faut passer, par quel site il faut s'inscrire. On parlait tout à l'heure que tu avais une SAS pour Matou Studio. Donc on va essayer de décortiquer un peu tout ça pour vous donner un maximum d'informations si vous souhaitez vous lancer là-dedans. Donc je vais poser ma première question à Kevin pour le coup. Tu vois le message de passation de micro. Kevin, du coup, tu nous as parlé de SAS, donc de société qui est effectivement maintenant une vraie société. Est-ce que tu peux nous décrire la différence entre une association et une société comme tu l'as? Alors, la différence, ça va être une association, déjà, de base, tu n'as pas le droit de faire de bénéfices. De bénéfices. Ok. Voilà. Et une ESS, en fait, donc c'est une société par action simplifiée, d'où le sigle. Et en fait, prendre cette forme juridique, ça nous permet en fait de rémunérer les gens qui travaillent pour nous. C'est-à-dire, donc, alors ça c'est la première problématique qu'on a eue tout au début du jeu, c'était, en fait, vu qu'on travaillait avec des volontaires, mais qu'on voulait quand même les rémunérer, c'est comment on fait ça. Et la première chose qui me soit tombée dessus, c'était attention à l'URSSAF, c'est travail dissimulé, tout ça, bon. Donc c'est pour ça que voilà, on est parti sur la création d'une SAS et qui nous permet en fait, le jeu vidéo est à mi-chemin entre un produit classique et de l'art. Donc en fait, grâce à la SAS, en fait, on peut travailler avec des artistes et on rémunère les personnes qui travaillent pour nous en droit d'auteur. En fait, c'est vraiment pour ça. Donc vous, on peut dire que le salaire de vos salariés, c'est un salaire d'artiste. Ce sont des droits d'auteur. C'est chaque personne qui a bossé tout pour nous touche un petit pourcentage du jeu. Et du coup, le format SAS vous permet de faire ça. C'est ça. Après, on a consulté un avocat, voilà, qui nous a fait tout ce qu'il fallait pour mettre ça en ordre. Compliqué, long, et qui nous conseille au fait sur toute la partie propriété intellectuelle qui est aussi importante. Ok. Pour le coup, pour rebondir, Tiger Studio, vous êtes inscrit en tant qu'artiste-auteur, c'est ça? C'est ça, ouais. Nous, on est un collectif d'artistes-auteurs, donc beaucoup moins de paperasse à ce niveau-là. C'est individuellement que tu as un statut d'artiste-auteur qui est très simple à obtenir. Pourquoi on a fait ce choix-là? Donc nous, notre seule vraie release, sur Steam, ça a été Spellswap. Pour le coup, Steam, c'est un peu particulier pour release. Il te faut un numéro de tirette, soit être une vraie entreprise, soit passer par un éditeur. Et même si tu veux passer par un éditeur, il y a un moment où tu dois signer un contrat, et donc il te faut un statut. Donc le collectif artiste-auteur, ça nous a permis en fait donc de faire ce fameux contrat avec un éditeur, de pouvoir être rémunéré tout simplement. Toi, tu parlais de droit d'auteur, nous, c'est un contrat un petit peu plus formel, on va dire, classique plutôt. Et donc oui, statut artiste-auteur qui nous permet justement donc voilà cette rémunération et cette publication via Steam, via un éditeur. Aujourd'hui, on est en train d'osciller entre, je pense, une SAS ou voilà, c'est encore assez flou aujourd'hui pour nous, mais c'est dans les projets de 2024 de structurer ça un peu différemment. Ouais. Ok. Et donc, Kevin, est-ce que tu peux nous donner les différentes étapes que tu as pu avoir avec tes comparses pour créer ta société? C'est quoi, quand tu crées une SAS, ça tombe bien parce que du coup, comme vous êtes sur le chemin, vous peut-être essayé, ça peut peut-être essayer aussi vous intéresser. Voilà, tu as l'idée, tu veux créer ton entreprise officiellement. C'est quoi le premier truc à faire? Alors, le premier truc à faire, c'est tout bête, c'est de cadrer son idée. Ça va être, tu vas réfléchir comment je veux rémunérer les personnes avec moi. Est-ce que ça va être un vrai contrat? Est-ce que ça va être comme nous du droit d'auteur? Quelle forme juridique tu vas prendre? C'est-à-dire, est-ce que tu as une personne qui va investir? Est-ce que tu as plusieurs personnes qui vont investir? Est-ce que tu as besoin de quelque chose qui te permette d'avoir beaucoup de liberté dans les droits que tu veux mettre aux différentes personnes? Par exemple, une SAS, tu es obligé d'avoir un président, un directeur général qui sont deux personnes différentes. Et après, par contre, tu peux faire ce que tu veux au niveau des associés. C'est-à-dire, les associés, c'est des personnes qui vont mettre de l'argent avec toi pour le capital de la société. Et tu peux définir, tu peux être un tyran. Tu peux dire, moi, j'ai le droit de vote, mais par contre, les actions des autres ne leur permettent pas d'avoir le droit de vote. Ce qui, par exemple, en SARL, tu as beaucoup plus de contraintes de ce point de vue-là. SARL, tu peux décrire? Non. Société à responsabilité limitée? Je crois que c'est ça. Ouais. Je crois que c'est ça.
Et voilà. Et qu'après, et même en fonction du capital, en fait, ça va dépendre, puisque donc SAS, SARL, c'est pour des petits capitaux, enfin petits, le prix d'une maison, quoi. Tandis que tu vas avoir après les SA, sociétés anonymes, pour vraiment des capitaux très élevés. Donc déjà, voilà, ton idée va être contrainte à partir de ça. Donc la SAS, pour le coup, c'est dans un premier temps par rapport au capital que tu veux y mettre. Au capital et au nombre d'associés, parce que si tu es un associé, tu ne peux pas être en SAS. Faut que je crois que c'est EURL. EURL. Ouais. J'ai pas l'acronyme, mais EURL. Ouais. Entreprise unie. Ça veut dire une Bref. personne à responsabilité limitée. Mais bref. Est-ce que du coup, je vais me poser des questions qui vont peut-être te paraître indiscrètes, mais c'est aussi, tu me dis si tu veux pas y répondre. Est-ce que tu peux nous dire le capital que vous avez mis dans votre société? Alors ça, je peux te le dire puisque c'est une donnée publique. Et donc, nous avons mis, 15 000 € dans la société. Ok, donc vous, pour créer la société Matou Studio, qui est référencée à la Chambre des commerces, du coup, si je me trompe pas, C'est ça. parce que toutes les sociétés sont référencées à la Chambre du commerce, vous avez décidé de mettre 15 000 €. Vous êtes passé par un apport personnel, vous êtes passé par une banque? Alors, le capital que tu mets, c'est forcément un apport personnel. C'est-à-dire, c'est chacun des associés qui a signé un chèque pour atteindre le montant de 15 000 €, qu'on a remis à la banque après, qui a certifié, voilà, j'ai 15 000 € de la part de ces personnes, on peut créer la société. Qui après, donc ça, tu passes par... Donc le mieux, c'est de ne pas faire les choses en ligne et de passer par un expert comptable, puisque l'expert comptable, Il va pas se tromper. il va t'aider à pas te tromper, il va t'aider à remplir les bons papiers pour le tribunal de greffe, tout ça, et surtout, il va t'aider à la rédaction des statuts. Parce que, détail tout bête, les statuts, en gros, pour les rédiger et les envoyer, en fait, toute la paperasse, ça coûte approximativement 500 €. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un statut? Ah. Les statuts, en fait, ça va être tout ce que votre entreprise peut ou ne peut pas faire. Ça va être, donc, il va y avoir le nom des associés, qui a quelle responsabilité, comment sont réparties les actions, les droits de vote, tout ça. Et dedans, tu peux avoir des petites clauses. Par exemple, une SAS a une obligation, c'est chaque année doit faire une assemblée générale. Donc ça, tous les associés se retrouvent et discutent de l'état de la société, de sa santé. Et ce qui se passe, en fait, si dans les statuts ce n'est pas inscrit explicitement qu'on a le droit d'envoyer un message par voie électronique, typiquement nous on le fait sur notre Discord pour dire on se retrouve, tout ça, et ben vous êtes obligé de respecter ce qui est écrit dans la loi, c'est-à-dire un recommandé avec accusé de réception, avec un délai de prévenance d'au moins 15 jours, tout ça. Et vous voyez, là, c'est là où les statuts sont importants, c'est nous on a fait inscrire, ben, on peut juste se contacter par un petit SMS 10 minutes avant et ça passe. Et ça vous permet en fait d'avoir beaucoup plus de liberté que ce qu'auraient fait les statuts classiques. Et du coup, tu passes par un expert comptable pour t'aider à faire les statuts. C'est ça, l'expert comptable, enfin c'est un cabinet de comptabilité où ils vont avoir plusieurs domaines qui vont t'aider à rédiger les statuts. Voilà, tu veux quoi, est-ce que tu as besoin de ça, est-ce que ça te va, est-ce que formuler comme ça c'est bon. Tu fais tout ça et après eux vont s'occuper de d'une partie administrative très casse-pied qui est l'envoi, parce qu'en fait, donc faut envoyer, je te dis, au tribunal de greffe, et je crois qu'il y a beaucoup d'autres dossiers à déposer dont je ne me souviens plus parce que voilà, le cabinet c'est son boulot aussi. Ok. Du coup, vous avez mis 15 000 € d'apport personnel de capital dans la société. Vous avez réglé des frais d'expert comptable. Est-ce que vous pouvez donner un ordre de grandeur des frais d'expert comptable? Oui, je peux donner un ordre de grandeur. Ça se chiffre à peu près entre 1 000 et 3 000 €. Ok. Ça permet comme ça de donner un petit peu d'idée. Donc ça, c'est en plus des 15 000 €. Alors, oui et non, parce qu'en fait, le capital de la société te permet de régler ces frais-là. Donc du coup, ton capital devient ta trésorerie. Le capital, en fait, tu peux piocher dedans comme trésorerie. L'impératif qui se passe, en fait, c'est tu n'as pas le droit de descendre en dessous de la moitié en fonds propres. Et si tu descends en dessous de la moitié en fonds propres, ce qui se passe, tu as une procédure juridique qui est lancée, en fait, où dans les 2 ans, il faut que tu remontes ton capital au-dessus de cette barre. Là, on est en plein dans cette procédure, nous. On parle de fonds propres, c'est en gros c'est de l'argent qui dort quelque part. C'est de l'argent qui est encore disponible. C'est de l'argent sur ton compte en banque, tout simplement. Ok. Est-ce que tu as une question là-dessus Non, pas de question là-dessus. Tout vous paraît clair. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet dans le public? Est-ce que c'est un peu intéressant? C'est beaucoup de documents. On a choisi cette piste-là pour vous aider aussi.
Ok, donc ton expert comptable a rédigé ton statut. Est-ce que maintenant, avec tes échanges avec l'expert comptable, ça y est, tu as ta société dans la Chambre des commerces? Ou est-ce qu'il y a d'autres étapes? Alors nous, on a fait en plus des étapes de protection intellectuelle. C'est avec notre avocat, en fait, on a été déposer des choses auprès de l'INPI. Donc ça permet, en fait, c'est typiquement Matus Studio. Donc on a notre nom déposé au nom de l'INPI avec les domaines auxquels on peut travailler. Et on a aussi déposé une Atainscape. Ce qui, je t'avoue, je ne regrette pas au vu des événements récents. Qu'est-ce que c'est une Athens Step? C'est notre jeu. Ah oui, Night Escape. En fait, avec l'enceinte, j'entends pas tout à fait intellectuellement, mais Night Escape, ok. Et donc du coup, vous êtes passé par l'expert comptable pour vous aider à publier votre jeu. Non, par notre avocat pour le Par coup. votre avocat. Par notre avocat, mais qui a aussi quand même une petite partie administrative à régler. Puisque là, typiquement, dans l'actualité, je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent, mais il y avait un jeu qui s'appelle The Gold Project Noera. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes, un petit roguelike. Moi, ça me parle pas. Est-ce que ça vous parle dans le public? Non. Non, j'ai pas l'impression. Toi, ça te parle. Qui là, pour ceux qui ont remarqué, a changé de nom. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas déposé le nom. Ah oui, j'en ai entendu parler de ça. Et quelqu'un les embête avec ça. Oui, c'est ça, j'en ai entendu parler. Quelqu'un qui a déposé le nom pour faire un tout petit truc, et du coup, le jeu de base, qui est assez gros, a dû changer de nom. T'as quelque chose? Là-dessus, non, mais c'est. Là-dessus, pas forcément, mais c'est pas les premiers à qui ça arrivé. Pour le coup, Nera, c'est pas c'est un petit jeu, on va dire, c'est une petite entité qui le développe. C'est arrivé aux développeurs de Hollow Knight, sur un de leurs DLC aussi, qui avait un nom très générique, elle n'est pas à la base quelque chose comme Godmaster ou quelque chose comme ça. Et donc, ce sont des choses qui arrivent, je pense, régulièrement dans le domaine. La propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui est très très importante dans les domaines artistiques, à partir du moment où tu veux commercialiser quelque chose. Je pense que vous avez bien fait de passer par un avocat parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès le début. Donc c'est un investissement forcément, mais c'est indispensable sur le long terme pour pas te faire sucrer ton nom ou ton logo ou la moitié de ton jeu à plus ou moins long terme, quoi. Voir tes revenus, comme tu dis, ouais. Ok. Du coup, tu nous parlais tout à l'heure de part de société par rapport au président, au vice-président et aux associés. Tu peux nous donner les ratios à peu près d'à peu près, genre un associé met combien, un président mettrait combien Ça n'a pas d'influence parce qu'en fait, le président et le directeur général sont élus. Donc, Ok. en fait, c'est pas forcément l'actionnaire, mais c'est pas le mot, l'associé majoritaire qui est président. Ok. C'est président et directeur général, ce sont deux mandats qui, en fait, souvent, ceux qui mettent le plus, en fait, c'est ceux qui se retrouvent avec ces responsabilités parce que c'est eux qui sont porteurs ou moteurs du projet, mais ce n'est pas systématique. C'est leur projet, donc c'est normal que ce soit eux qui mettent le plus d'argent. Après, comme tu dis, tu as des associés majoritaires, c'est ça? C'est quand dans le cas où j'imagine peut-être un sponsor, tu peux te faire sponsoriser, des choses comme ça ou... Alors, la SAS, un des avantages certains, c'est qu'on peut espérer tomber sur un business angel. Ça va être très facile de faire rentrer quelqu'un au capital. Et après, en fait, comme je vous dis, ce que je vous disais avant, c'est vis-à-vis de tout ce qui est action, tout ça. En fait, il y a moyen, pas de donner aucun pouvoir au business angel, mais d'apporter un certain équilibre entre les associés qui sont là initialement, qui ont mis l'argent au début, l'effort au début, et un business angel qui arriverait pour éviter qu'ils ne possèdent totalement la société et en fassent ce qu'ils veulent derrière. Ok. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Dans le chat? Non, je ne lis pas le chat, j'arrive pas à avoir internet sur mon téléphone. Dans le public, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a d'autres sujets sur le thème de l'administratif? Peut-être vous, pour le coup? Sauf si tu as d'autres trucs à dire, Kevin? Non, on a fait le tour quand même maintenant, tu as publié ta société et puis on pourra passer à l'autre thème par la suite. Donc vous, artiste-auteur, est-ce que vous avez des choses à remplir ou est-ce que c'est comme une association loi de 1901? C'est très simple à faire. La plupart des actions peuvent se faire par Internet. Le statut artiste-auteur est en soi très simple à obtenir. Il n'y a aucune preuve à apporter. Nous, côté administratif, après,
Le gros du travail qu'on a dû faire, c'était vis-à-vis de notre éditeur, donc pour SpellSwap. Donc on est plutôt de côté publication là, mais ça a été un peu le même travail que vous vis-à-vis d'un avocat. Hein. C'est de la rédaction de contrat, donc des allers-retours avec un avocat, avec l'autre partie qui était l'éditeur, pour savoir qui a le droit à quoi sur le projet, qui est rémunéré comment, qui met des billes dedans, du coup qui récupère des billes à la fin. C'est les classiques des contrats d'édition en fait, qui sont pas du tout intuitifs. Il y a beaucoup de subtilités auxquelles tu t'attends pas, de petites surprises que tu vois comme ça popper dans le contrat. Tu dis ah oui, c'est quand même important d'être passé par un avocat pour avoir pensé à tous les petits loopholes, tous les détails qui t'échappent complètement en fait la première fois que tu te dis c'est tout simple, j'ai juste à leur céder les droits de distribution. Qu'est-ce que c'est des droits de distribution? Sur quelle plateforme? Sous quelle forme? On parlait de démat tout à l'heure. Est-ce que si un jour on fait du matérialisé, ça marche pareil? Est-ce que si on change de plateforme, combien de temps ces droits on les cède? Donc en fait, il y a vraiment beaucoup. Un simple contrat de distribution de jeu, je crois que il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine de pages. Et c'est pas, c'est un petit contrat, ça, je pense. Donc, pour résumer un petit peu cette partie, je vais également répondre un petit peu à Echo dans le chat. J'ai récupéré un peu le chat. Pour parler un peu pas forcément de SAS, mais de création pure. Si je comprends bien, si je résume, les objectifs, enfin les étapes que vous avez pour créer, c'est déterminer son projet, vraiment cadrer son projet au maximum, s'entourer le plus possible d'un avocat et d'un cabinet comptable ou d'un expert comptable, si vous avez les moyens, effectivement, parce que ça reste des frais quand même. Parce que j'imagine que pour le coup, vous, c'est pas encore le cas. Vous avez l'avocat, mais pas encore pas d'expert comptable. Et à la suite de ça, c'est vous laisser guider par ces personnes-là, en fait. Ça s'apprend sur le tas avec eux aussi. Oui, c'est ces personnes qui ont l'expertise, parce que le problème du droit, c'est que ça ne s'invente pas. Et tu as tout l'aspect jurisprudence, tout ça, que, soyons honnêtes, si tu n'as pas fait des études d'avocat, bon courage. Si tu n'as pas fait d'études de droit, ouais, voilà. Donc voilà, c'est un peu les meilleurs conseils qu'on pourrait donner, c'est de s'entourer. Par contre, est-ce que au-delà de ça, peut-être dernière question sur ce sujet, on peut publier un jeu sur une plateforme autre qu'Itch.io, une plateforme plus connue, disons. Est-ce qu'on peut publier un jeu sans trop s'y connaître? Est-ce que ça vous paraît réalisable? Quelqu'un qui essaye de s'investir vraiment beaucoup? Alors oui. Je pense que le moyen le plus simple pour avoir un accès à Steam, c'est le statut auto-entrepreneur, donc qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais un auto-entrepreneur peut sans problème, moyennant les frais de Steam qui s'élèvent à 100 €, je crois, pour une publication, déposer et publier un jeu sur Steam, autant qu'il en veut, à chaque fois payer des frais. Du coup, c'est assez simple. Et le statut auto-entrepreneur, alors là, pour le coup, je ne suis pas compétent pour en parler, mais c'est quelque chose qui se fait aussi assez facilement. Plus facilement que de créer une SAS Beaucoup plus facilement. Je recommanderais quand même le conseil juridique d'un avocat pour faire ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est des démarches qui sont beaucoup plus simples à faire. Ouais. Donc voilà, si vous avez des clés, globalement, s'entourer d'un avocat, s'entourer d'un expert comptable, et ça permet d'aller dans des bonnes pistes. Je crois qu'on a des questions dans le public. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Alors attendez, je vais me déplacer avec un micro. Hop, viens, tu peux venir au bord de la scène. On ne nous voit plus sur la caméra, mais... Alors comment tu t'appelles et quelle est ta question? Je m'appelle Carole, j'interviens tout à l'heure. Bravo pour le lancement. Moi j'avais envie de savoir quel est le modèle, qu'est-ce qui vous fait rêver au moment où vous êtes lancé? Et deuxièmement, en termes de conseils, de financement, est-ce que vous connaissez le CNC? Oui? Vous avez déjà fait appel? Alors, on va leur laisser répondre. Concernant le CNC, c'est effectivement quelque chose qui nous a pas mal intrigué, on va dire ça comme ça. On s'était pas mal documenté à l'époque. On n'avait pas fait les démarches puisque nous, pour SpellSwap, c'était un projet qui a un peu explosé en termes de scale. C'était un tout petit projet à la base qu'on avait prévu de sortir un petit peu dans notre coin. On a trouvé un éditeur qui a été intéressé
et qui nous a accompagnés dans la fin du développement et surtout dans la partie publication du jeu. Donc on n'avait pas besoin de soutien financier pour le faire. On ne considère pas avoir besoin de soutien financier tout court en fait, nous, pour faire notre activité aujourd'hui. C'est pas notre activité principale, mais effectivement, c'est une des questions qui est sur la table aujourd'hui, de savoir comment on investirait plus de temps et d'argent du coup, et donc par quels moyens on peut trouver des financements. Le CNC, je pense, c'est la meilleure façon aujourd'hui, dans le jeu vidéo, mais dans plein d'autres domaines artistiques, de trouver des financements au niveau de l'État français. Et je pense que c'est quand même de très loin le premier angle sur lequel il faut s'intéresser pour attaquer les choses un peu plus sérieusement. Ouais. Alors, et nous, ce qui nous fait rêver, alors bon, nous on a toujours été très branchés jeux vidéo dans l'équipe, hein, et donc nous on s'était rencontrés dans le domaine professionnel, donc pas vraiment dans le jeu vidéo, dans le serious gaming, donc le jeu vidéo sérieux pour apprendre des choses aux gens, ce qui est très bien aussi. Mais on s'est très vite, dit que on trouvait tous qu'on avait beaucoup de talent les uns les autres et que il fallait utiliser ça pour faire des dingueries à côté, on va dire ça comme ça. Donc on n'a pas un grand rêve ou un grand modèle, on est juste une bande de potes qui aimons faire des conneries entre nous, et tant qu'on peut le faire, on continuera de le faire, je pense. Pour nous, on aimerait bien en vivre, si possible, mais pour l'instant, on a nos boulots à côté, en fait, qui, eux, nous permettent de vivre, puisque le studio, pour l'instant, c'est un plus. Et en termes d'aide, donc dans un premier temps, avant de songer au CNC, on avait commencé à regarder le Coup de pouce Normandie, qui, je vais être honnête, j'ai abandonné tellement c'était complexe et lourd. J'ai lancé la procédure, j'ai fait les premiers entretiens et je ne suis pas allé plus loin parce que voilà, c'était pas viable, en plus de mon activité, plus du studio. Pour le CNC, on est en train de monter un dossier pour notre prochain projet. Donc là, on doit rendre notre copie le 8 avril. Et on verra bien. Alors, une autre question dans le public. Alors pareil, comment tu t'appelles? Quelle est ta question? Bonjour, moi c'est Maëlle. Ma question c'est qu'est-ce qui vous a poussé à monter une entreprise? Qu'est-ce qui nous a poussé à monter une entreprise? C'est ce que je disais initialement, c'est qu'on voulait rémunérer les gens et qu'il n'y avait pas moyen de rémunérer. En fait, nous, tel qu'on a fonctionné, c'est voilà, il y avait un noyau de personnes qui voulaient vraiment le faire et qui le font toujours. Et en fait, on avait quelques personnes qui gravitaient autour de nous, mais on ne voulait pas dire on prend ce que vous faites sans rien en contrepartie. Donc nous, il y avait quand même cette option de rémunérer, même si ce n'était pas grand-chose, au moins symboliquement. Parce qu'un graphiste, un artiste, tout ça, ça se rémunère. C'est les gens qui disent on paye en visibilité, ça ne devrait pas exister. C'est aussi simple que ça. Moi, je te rejoins complètement là-dessus. Nous, ce qui nous fait cogiter sur le modèle d'une entreprise aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a nos ressources en interne qui nous permettent de faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais il y a sur plein de points des choses où on se dirait, oui, on pourrait rémunérer un graphiste, un prestataire à gauche à droite pour faire du montage, pour faire plein de choses que nous, on ne maîtrise pas, qu'on pourrait apprendre sur le tas, mais on n'en est pas forcément capable, on n'a pas forcément le temps. Pouvoir rémunérer des gens, c'est quand même vachement gratifiant et important. Et à côté de ça, c'est les accès. Donc on parlait de Steam tout à l'heure, Steam numéro SIRET, pour pouvoir publier un jeu. Donc il y a d'autres façons d'en obtenir un, mais quand on est plusieurs ou une structure, ça reste quand même un modèle d'entreprise qui est le plus simple à obtenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Ah, encore une question. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis en école de développement informatique, ça se dit pas, c'est dégueulasse, mais on va dire comme ça, pour faire du jeu vidéo, et du coup ouvrir ma boîte par la suite dans 6 mois du coup. Donc merci pour la conférence déjà et tous les petits indices qui ont pu être donnés, et j'aimerais savoir du coup, tu as un peu abordé l'idée au début, mais en premier lieu du coup tu as un double emploi. Tu fais d'un côté de quoi vivre et de l'autre côté ce qui te fera vivre plus tard, dans l'idée.
Alors c'est à peu près ça. Donc là, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est 5. Je ne vais pas te cacher, moi, j'ai absolument pas touché au jeu depuis un an, à peu près un an et demi. C'est-à-dire, c'est je rentre le soir, je fais l'administratif, c'est les factures, la compta, les contacts, des choses du genre. Et c'est parce que je suis secondé par d'autres personnes en fait qui, elles, sont à plein temps sur le projet, enfin à plein temps libre sur le projet, qui font avancer le projet. Et que moi, mon seul apport sur le jeu des derniers mois, c'est tester le jeu, vérifier qu'il y a des bugs et puis me moquer du développeur s'il y a des bugs. Oui, c'est un peu la même chose pour nous, hein. Donc nous, on est deux aujourd'hui. On a tous les deux une activité professionnelle à côté qui est alimentaire, quoi, qui est aussi plus ou moins dans le développement, pas forcément de jeux vidéo. Et on est donc nous tous les deux en temps partiel et on a une journée de notre semaine qui est consacrée à développer nos jeux et à essayer de monter notre business à côté, quoi. Mais donc oui, s'il y a un conseil à te donner, c'est pas de te lancer à 100% directement dedans. Euh, Notamment parce qu'au-delà de juste avoir des revenus, c'est avoir des expériences professionnelles, que ce soit dans le développement pur ou dans le jeu vidéo, c'est toujours gratifiant. Tu apprendras forcément des choses en sortant d'école, en bossant dans une entreprise qui fait du développement, qui fait de l'informatique, on va dire ça comme ça. Je mets des guillemets, hein, mais parce que tu vas découvrir des process, tu vas apprendre des façons de faire, comment ça marche un peu d'administratif, même si c'est pas directement ce que tu vas avoir besoin. Tu vas découvrir plein de choses du monde professionnel et je pense que c'est indispensable avant de se lancer complètement, de monter son truc tout seul, quoi. En tout cas, à mon sens. Et au-delà de ça, je vais rebondir sur la conjecture. Le marché du jeu vidéo, déjà 2022, il y avait des signes de faiblesse. 2023, c'est l'année des licenciements, des fermetures de studios. Et on va avoir les chiffres. 3200 licenciements internationaux, rien qu'au mois de janvier, je crois, depuis le début de l'année. Dans le monde du jeu vidéo, 3200 licenciements internationaux. Et 2024, c'était déjà cette tendance. Donc si 2024, ça se poursuit, bon. Voilà, donc faut pas oublier avant tout que c'est con à dire, mais il faut que tu manges. Donc malheureusement, le problème du jeu vidéo, c'est que ça est très concurrentiel. Et en plus, là, depuis 2 ans, le marché semble un peu fléchir. Donc on attend les chiffres du CEL pour savoir ce qui se passe. Donc le CEL, syndicat des éditeurs de logiciels ludiques, qui va nous permettre de savoir quelle couleur est 2023. Non, tu as bien résumé les choses. Je pense que le marché du jeu vidéo, il ne se porte pas particulièrement bien. Que ce soit pour les gros éditeurs, les gros développeurs ou les petits. Pour le coup, le marché du jeu vidéo indépendant, c'est quelque chose qui est très bizarre en fait. Il y a plein de tout petits qui font des jeux, ils en sortent des dizaines et des dizaines et des dizaines tous les jours. Il y en a énormément qui passent sous les radars. Donc en fait, c'est pas parce que tu fais le meilleur jeu du monde que tu peux avoir de la reconnaissance pour, et même si ton jeu est génial, qu'il est pas cher, c'est pas pour ça que tu vas réussir à faire des sous avec. Donc comme tu disais, je pense que quand même le plus important c'est d'arriver à manger tous les jours dans l'histoire. Donc encore une fois, moi je reviendrai là-dessus, hein, c'est important d'avoir des rêves et des bonnes ambitions, mais c'est quand même d'avoir une stabilité, une sécurité, surtout si tu sors d'une école de développement. Là-dessus, je te recommanderais toujours une expérience pro à côté de moi. On va pas arrêter de faire ping-pong. C'est le but. Hein. Non. Il y a aussi un aspect à ne pas négliger, en fait, qui est tout bête, mais auquel, par exemple, nous, on n'avait pas songé au début, c'est l'aspect marketing. Sans marketing, ton jeu ne se vendra pas, et nous, on s'en est aperçu au début, en fait. Donc là, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place, c'est une communication pour se faire connaître des gens, se faire connaître du public, et éviter le syndrome qui arrive à beaucoup de jeux sur Steam, c'est-à-dire, en fait, de vendre 10 copies et de disparaître totalement. Là-dessus, tu as totalement raison. C'est un problème qui touche pas que le jeu vidéo, je pense, c'est tous les domaines artistiques, hein. La communication et le marketing, c'est un job à plein temps, c'est un job qui demande certaines compétences. On ne s'improvise pas marketeur ou communicant. Je pense que c'est absolument pas les bons termes, mais dans l'idée, c'est un job à temps plein aussi, qui prend beaucoup de temps du coup, et beaucoup d'investissements financiers, personnels, tout ça.
Et effectivement, quand tu es développeur, graphiste ou autre, en fait, tu n'as pas le temps de faire tout ça. La communication, c'est vraiment quelque chose à plein temps. Et c'est tout aussi important, voire plus que que le jeu en lui-même, en fait. Comme tu disais, si ton jeu il sort, et qu'effectivement, au moment de sa sortie, il va être un minimum mis en avant par les plateformes, en fait, il tombe immédiatement dans l'oubli, tellement il y a une masse de jeux qui sort en même temps. Donc il y a besoin d'un afflux constant de communication, de trouver des moyens. Donc aujourd'hui, des campagnes influenceurs, tout ça. Donc ça demande aussi des budgets, la communication et le marketing. Donc ouais, pour moi, c'est au moins aussi important que le jeu en lui-même. C'est ça, oui, comme tu dis, les très gros jeux et studios de développement, les Call of Duty, etc., mettent, je pense, autant, voire plus de moyens dans la communication que dans le développement. Pas forcément tous, hein, bien sûr, mais la plupart du temps, c'est ça, ouais. Est-ce qu'ils ont répondu à tes questions? Pas d'autres questions dans le public? Si, tout au fond, là-bas. Ah, on va te faire tourner un petit peu le micro. Je t'invite à te rapprocher de la scène. Tu peux venir, tu peux venir. Alors, pendant que le public descend des tribunes, ton prénom et une question. Du coup, je suis arrivé en retard. C'est quoi le nom de votre studio? Ou de ce que vous faites, quoi? Je vous laisse répondre. Moi, je suis Tiger Studio, donc petit studio normand. On a notre stand juste de l'autre côté. Et moi, je suis du Matou Studio, donc pareil, petit studio normand. On est voisins avec le Tiger quand ils font pas tout cramer. C'est ça. C'était pas nous. On va pouvoir passer au deuxième thème de cette mini-conférence. On va faire rapide parce qu'il est déjà 37, il nous reste moins de 5 minutes. On va parler publication. On a parlé un petit peu de publication tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous donner vos sites privilégiés, enfin vos endroits privilégiés pour publier un jeu, et globalement comment vous faites une fois que vous avez fini votre jeu pour le publier? Donc oui, on a déjà pas mal parlé. Donc pour nous, ça va être la plateforme principale pour le PC en tout cas, parce que c'est vrai qu'on parle de publication de PC sur PC depuis tout à l'heure. Donc ça va être Steam, qui est le magasin, je pense n'importe quel joueur de jeux PC connaît. C'est un magasin qui est relativement accessible, comme je disais tout à l'heure. Les étapes pour publier sur Steam sont pas très compliquées. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais en soi, c'est donc ouvrir un compte développeur, payer les fameux frais dont on parlait tout à l'heure. Et une fois qu'on en est là, donc Steam a toute tout plein de recommandations et de guidelines pour qu'est-ce que tu dois faire. Par exemple, il te faut ta petite bannière pour que le jeu il ait sa bannière sur le magasin, la miniature sous tel format. Donc il y a plein d'assets et de visuels à produire, des descriptions, des traductions à faire un peu dans tous les sens. Il y a, selon ce que tu veux faire avec Steam, l'interactivité que tu veux que ton jeu ait. Steam a une API, un package, différents packages selon comment tu développes les choses que tu vas devoir intégrer dans ton jeu. Donc tu vas avoir des modifications de développement à faire pour pouvoir être compatible avec les features de Steam. Je pense là à la friend list, nous on a utilisé le remote play together. Les achievements, des trucs comme ça, qui sont pas très compliqués à implémenter. Par contre, il faut pas te dire je vais le faire au dernier moment. C'est pas du tout du vécu. Même si ça s'est très bien passé, effectivement, ça prend un peu de temps. Faut pas trop improviser ça. Et pour l'autre plateforme en question, itch.io. Itch.io, c'est quand même, je pense, la meilleure ressource pour trouver des jeux indépendants gratuits. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux nous décrire un petit peu ce que c'est Itch.io? Donc Itch.io, c'est une plateforme en ligne, c'est un site internet. Hein. C'est un petit peu comme Steam à ce niveau-là, sauf que c'est ouvert à n'importe qui. N'importe qui peut publier dessus, déposer un jeu, ou je crois qu'il n'y a pas que des jeux même sur la plateforme. Et donc c'est un gros fourre-tout de délire d'indépendants principalement. Il y a beaucoup de petits jeux, il y a aussi des gros jeux, des jeux qui sont aussi sortis sur Steam et aussi sortis sur Itch.io.
Il y a une espèce de communauté de chercheurs de trésors un peu dessus, où on a des gens qui en fait cherchent des jeux qui sortent un petit peu du cadre grand public, puisque ça permet d'autres visions artistiques et des trucs un petit peu plus bizarres des fois. Donc il y a des niches qui se forment sur itch.io et qui permettent de découvrir tout plein de trucs. Donc ça marche exactement comme Steam, hein, mis à part que tout est voulu gratuit, on va dire ça comme ça. Par exemple, il y a une game jam qui se déroule derrière. Les jeux de la game jam seront publiés sur itch.io à la fin de l'événement. Même question. Quelle est-elle? C'est ça là. Oui, quelle est-elle? Quels sont, pour toi, comment tu as fait pour publier ton jeu sur Steam et pourquoi tu as choisi Steam? Bah, le processus, donc, Antonin l'a décrit, hein, on a suivi le même processus. Et pourquoi Steam? Parce que à la base, donc nous, comme on est une société, on a eu beaucoup de frais. Et l'idée, en fait, là, on l'a sorti en accès anticipé. L'idée, c'est forcément d'avoir une petite rentrée d'argent pour nous permettre déjà d'amortir les frais qu'on a eus et ensuite de pouvoir aller jusqu'au bout de l'idée et de lancer les projets futurs. Parce que là, soyons honnêtes, dans le jeu vidéo, quand tu te lances, si tu n'as pas un coup de pouce, tu n'as pas de viabilité financière. Parce que pour le coup, Night Escape est sorti donc sur Steam, mais vous avez choisi la formule en accès anticipé. On voit beaucoup ça de plus en plus sur les jeux, notamment des gros jeux hein, de l'accès anticipé. Vous, c'est un choix que vous avez fait de sortir en accès anticipé. Oui, alors, on va pas... Les gros jeux, il y a d'autres problématiques qui se posent, mais nous, donc... On n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Nous, c'est vraiment, d'une part la rentrée d'argent, d'autre part avoir du retour utilisateur. Parce que Détail tout bête, donc la première présentation qu'on a faite du jeu, c'était à Cherbourg, à l'Odyssée du jeu vidéo. Et en fait, Détail tout bête, mais nous, on a fait le jeu. Et pour nous, l'interface est très claire. On a présenté cette interface à des gens qui étaient... Mais il est où ce bouton? Détail tout bête. Je me rappelle quand on l'avait testé en stream une fois, je sais plus si c'était avant l'événement ou pas. Je fais bah oui mais c'est pas écrit qu'on peut faire ça. Il me fait bah si c'est marqué là. Je fais bah c'est pas clair. Quand je clique dessus il y a rien qui se passe. C'est ça. Voilà. Typiquement les retours utilisateurs en fait sont quelque chose d'important et nous en fait on l'a sorti en anticipé pour aussi avoir ça. Ça nous permet, c'est là on sait voilà. Donc vous avez choisi cette formule d'accès anticipé surtout pour avoir des retours des gens. Les deux, retour des gens et une petite rentrée d'argent. Ok. Parce que du coup on parle de rentrée d'argent, mais vous aussi, le jeu que vous avez sorti sur Steam, du coup il est payant, tous les jeux sur Steam. Il y a des jeux gratuits sur Steam. Tu peux distribuer gratuitement, oui. Vos jeux sont payants. Est-ce que vous pouvez nous donner le prix de vos jeux sur Steam, enfin de votre jeu chacun? Alors si je dis pas de bêtises, le prix de base il doit être à 6 €. Ouais, ça doit être ça, 5,99 €. Bien sûr. Et il est absolument tout le temps, je pense, en promotion. Ou presque en promotion tout le temps. On s'arrange notamment la plupart du temps pour participer au... Donc Steam organise régulièrement des promotions caritatives pour différentes œuvres de charité. Et donc à ce moment-là, tu proposes de mettre ton jeu en promotion et tu reverses, alors ça dépend des conditions, mais la moitié ou plus des gains qui ont été faits sur les ventes à l'association en question. Ce qui est une façon de mettre en avant, enfin, Steam va mettre en avant les jeux qui rentrent dans cette promotion. Donc c'est une façon d'être mis en avant plus régulièrement et c'est, je pense, assez rentable. Et nous, pour Night Escape, donc on est à 4,99. Grégoire voulait pas mettre 5, tout rond. Puis voilà, et de la même façon, Steam organise quasiment tous les jours des promotions, donc il est assez régulièrement en promotion aussi. C'est ça, donc on est là du coup avec des studios de création de jeux vidéo qui font leur truc de leur côté sans que ce soit leur métier et qui mettent leurs jeux sur Steam à moins de 6 € pour des choses qui... vous avez fait quand même quelques ventes, hein, mine de rien, vous avez un peu les chiffres de vente de vos jeux? Spellswap, ça va être plus compliqué parce que ça date depuis plus longtemps. J'ai pas regardé récemment. Non, je ne saurais pas te dire combien d'unités ont été écoulées. Je sais que dans la première année, il y a eu environ 1000 ventes qui ont été faites. Donc là, ça fait 3 ans. Donc je ne pense pas qu'il y a eu 1000 ventes par an depuis. Hein. Mais on doit osciller entre 2000 et 3000, je pense, au total. Ok. Nous, on est sur une plus petite échelle puisqu'on est sur moins d'100 de ventes. Mais vous, votre jeu est sorti plus récemment aussi.
Les ventes sur un jeu se font très vite au début en fait. Souvent, t'as la sortie du jeu, t'as quasiment toutes les ventes qui se font et après ça plonge. Donc voilà. Est-ce que vous auriez des dernières questions éventuellement? Et puis après, on va probablement rendre l'antenne. Bonjour à tous. Je voulais savoir comment vous avez choisi le prix des jeux. Alors dans notre cas, on a comparé par rapport aux autres jeux, c'est-à-dire donc nous, comme on se présente sur un jeu de société numérique, on a été voir Terraforming Mars, Rail to Road et tout ça. On a regardé un peu ce qu'ils proposaient, la qualité qu'ils proposaient et le prix de vente. Et honnêtement, nous, on l'a fait, on a dit on divise par deux parce qu'on juge qu'on n'a pas l'expérience d'un grand studio, mais que par contre, vu qu'on est en early access et qu'on va monter en qualité petit à petit, on ne s'interdit pas de monter un peu le prix. C'est possible de monter le prix une fois que le jeu est publié? Nous, c'est un peu la même chose. On a fait une étude de marché au moment de la sortie, qui a été. Donc c'est plutôt notre éditeur qui nous a poussé à faire ça. Nous, on comptait le mettre en vente beaucoup moins cher. On avait 2 € en tête, donc c'était vraiment histoire de dire qu'on ne le donne pas, mais il faut que ce soit accessible à tout le monde, quoi. Et l'étude de marché a montré que ce genre de jeu tournait entre 5 et 10 €. Et donc on a tablé sur 6 € à peu près au final, quoi. Très bien. Je vous remercie de votre présence. Je vais juste à toi. répondre au chat en disant que il y a beaucoup d'activités qui seront prévues aujourd'hui sur la chaîne de Gaming Rouen. Beaucoup de débats jusqu'au milieu de l'après-midi. Et qu'il y a beaucoup de tournois qui sont en cours également à l'événement Gaming Rouen. Si vous voulez suivre les tournois, je vous conseille de vous rendre sur le site internet et d'aller voir directement les chaînes Twitch qui diffusent les phases de poule des tournois. Sur scène, il n'y aura que les finales au moment où il y aura les finales physiquement de présentes. Il y aura beaucoup de débats comme celui-ci tout au long de la matinée, en début d'après-midi. Je vous remercie de nous avoir donné du temps pendant cet événement, parce que vous êtes également occupés à votre stand. Je remercie également tous nos partenaires, la ville, la métropole, la région et le Crédit Mutuel, Crédit Agricole. Et bien voilà, encore merci. Bonne journée à vous et voilà, à plus tard.